partout dans le monde en général qui écoutent les conférences. C'est les conférences qu'on organise à l'ESGUCAM dans le cadre du doctorat en administration. Il y a 2 types de conférences, ce qu'on appelle ficelles du métier qui vise un peu à enrichir nos connaissances méthodologiques, mais aussi en lien avec la carrière académique. Et puis l'autre format, c'est intersection qui vise à créer des croisements, entre les disciplines, de réfléchir à des choses qui nous concernent tous au-delà de nos petites disciplines, si on a du mal à faire. Puis ça a lieu parfois en présentiel, parfois en bimodal, parfois en pur, à distance là. Voilà, voilà. Ben, je aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir, Clotilde. En fait, moi, j'ai découvert un aspect du travail de Clotilde à l'occasion de la révision d'un manuscrit qui est en train de se terminer là, un livre coordonné par nos collègues, Léa Dorion et Nancy Homais, qui trace, les contours de perspectives francophones autour de la relation entre féminisme et gestion, un livre qui devrait paraître à la fin de l'année. Donc, je pense qu'il y a des co-autrices dans la salle là. Caroline, tu y es aussi, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, et donc c'est à cette occasion-là que j'ai découvert une dimension du travail de Clotilde sur la quantification et notamment, je me disais, tiens, dans les perspectives critiques, très souvent, on est amené à penser que la perspective critique ne peut s'adosser qu'à des méthodologies qualitatives, ethnographie, etc. Puis on oublie la force possible des chiffres dans le raisonnement et dans le développement d'arguments critiques. Bon, c'est comme ça que moi, ça m'a résonné au début, là. Et donc, Clotilde, tu as accepté très gentiment de faire une petite conférence qui va en partie aborder ça, là, mais pas, c'est pas l'enjeu, parce que c'est quelque chose qui te travaille depuis longtemps, là, je pense, cette question de la quantification. Donc, bah, gros merci de ta présence. Puis je te laisse la main. Merci à toi. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je ne sais pas si ça correspondra exactement à la partie ficelle du métier, mais bon, je- j'espère en tout cas que ça permettra d'ouvrir des débats justement sur l'usage de la quantification, la façon dont on peut réfléchir sur la quantification, mais aussi la façon dont on peut utiliser la quantification dans la recherche. Alors, je précise que cette présentation, elle est en partie, enfin, elle repose en partie sur le travail que j'ai fait dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches. Donc, j'ai vraiment voulu prendre du recul sur le propre parcours de recherche. Alors, je vais justement présenter rapidement ce parcours de recherche, mais aussi mon parcours en termes de formation, parce que à la base, je suis statisticienne économiste, diplômée de l'ENSAE, qui est une école de statistique en France. Et à côté, j'ai fait le master de gestion des ressources humaines de Sciences Po et ensuite un doctorat donc, sur l'égalité femmes-hommes, dans lequel j'ai mobilisé à la fois des approches qualitatives avec des entretiens, des observations, mais aussi une approche quantitative visant notamment à mesurer les effets de la politique d'égalité professionnelle. Ensuite, j'ai travaillé en entreprise en tant que chef de projet Big Data RH et je suis devenue maîtresse de conférence à l'IAE Paris en septembre 2017. Et j'ai soutenu mon habilitation à diriger des recherches en 2021. Et donc, il faut dire qu'entre 2017 et 2021, dans mes recherches, j'ai utilisé à la fois des méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives. Et j'ai commencé à travailler, donc d'une part sur l'égalité femmes-hommes, qui était donc, mon sujet de recherche initial avec la thèse, mais j'ai commencé à travailler aussi sur l'usage de la quantification dans les pratiques de GRH, ce qui m'a été inspiré par mon expérience professionnelle. Donc, dans mon habilitation à diriger des recherches que j'ai soutenue en 2021, j'ai voulu réfléchir à ça, à cet usage de la quantification. Ensuite, en 2022, j'ai passé le concours d'agrégation du supérieur, ce qui m'a permis de devenir professeur des universités donc en septembre 2022 au laboratoire rythme de l'université Paris-Saclay. Et donc, je continue à mener des recherches à la fois sur l'égalité et sur la quantification. Et on va voir que j'ai aussi essayé de croiser les deux. Alors, donc, justement, ces deux objets de recherche, la quantification en GRH et l'égalité professionnelle femmes-hommes, ça semble être deux objets qui sont un peu aux antipodes. On ne voit pas très bien le lien entre les deux. Alors, d'abord, je reviens sur cette notion de quantification. Cette notion de quantification, c'est un terme issu de la sociologie de la quantification, alors qui, en France, a été très initié par Alain Desrosières, hein, qui est un statisticien, enfin sociologue statisticien. Mais dans le paysage anglo-saxon, il y a d'autres auteurs hein, qui travaillent aussi en sociologie de la quantification, notamment Espelin et Stevens. Donc, la sociologie de la quantification, c'est un cadre théorique qui s'inspire notamment de l'économie ou la théorie des conventions
et qui considèrent, j'y reviendrai après, hein, mais qui considèrent la quantification non pas sous un angle technique, c'est-à-dire quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser, etc., mais plus sous un angle social, et qui s'intéressent notamment aux conventions, donc c'est-à-dire aux accords qui vont être nécessaires tout au long d'un processus de quantification. Donc j'y reviendrai après, hein, je développerai un peu plus, ça c'est juste pour vous donner quelques éléments de base. Et donc, quand je dis quantification en GRH, c'est à la fois dans les pratiques de GRH, donc la façon dont les entreprises utilisent la quantification, donc la façon dont les entreprises utilisent les chiffres, utilisent, aujourd'hui on parle de plus en plus des algorithmes par exemple, tout ça, mais c'est aussi dans la recherche en GRH, comment la recherche en GRH utilise la quantification et donc notamment les méthodes quantitatives. Ça, c'est mon premier objet de recherche. Le deuxième, enfin, pas dans l'ordre chronologique, hein, parce que dans l'ordre chronologique, en premier, c'est plutôt l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc, l'égalité professionnelle femmes-hommes, donc c'est une des dimensions de la GRH, la gestion des ressources humaines. Donc, l'idée, c'est comment on peut faire pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans les organisations de travail, sachant que tous les chiffres montrent qu'il y a des inégalités entre femmes et hommes. Donc, par exemple, les femmes sont surreprésentées parmi les personnes qui travaillent à temps partiel. Les femmes et les hommes ne travaillent pas dans les mêmes métiers, il y a un fort écart salarial avec les femmes qui gagnent moins d'argent que les hommes, les femmes accèdent moins aux responsabilités. Donc ça, c'est une dimension de la GRH, et c'est une dimension qui, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a quand même des liens entre égalité et quantification, parce que c'est une dimension qui est assez intéressante pour étudier la question de la quantification. On y reviendra après. Donc là, je voulais vous montrer un peu mes différents travaux de recherche pour illustrer le fait que j'ai des travaux sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, j'ai des travaux sur la quantification, l'usage de la quantification, et j'ai à l'intersection des deux des travaux sur comment on quantifie l'égalité ou les inégalités et quelles sont les questions que ça pose. Et ce que je veux souligner dans cette présentation, cette manière de présenter mes travaux, c'est aussi le fait que je tiens à utiliser à la fois des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives. Pour moi, c'est important, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire une thèse. Je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est important d'avoir différentes approches en fait, de ce qu'on veut étudier, en l'occurrence de l'égalité femmes-hommes. On ne peut pas aboutir aux mêmes choses selon les méthodes qu'on utilise. Et donc, je trouve ça important de pouvoir utiliser les deux types de méthodes. Alors, ce qui est important à souligner, c'est que donc, dans mon utilisation des méthodes quantitatives, comme j'ai dit, hein, j'ai été formée à l'ENSAE, donc une école de statistique. Donc, initialement, j'utilisais les méthodes quantitatives vraiment de façon un peu naïve, au sens en me disant, bah, c'est des techniques en fait qui permettent d'aboutir à certains résultats. Donc, il faut trouver les techniques les plus adaptées en fonction de critères, encore une fois, techniques. Donc, par exemple, si on a des données imbriquées, bah, il faut utiliser des modèles multiniveaux. Si on a une variable binaire, bah, il faut utiliser une régression logistique. Donc, c'était vraiment une réflexion assez naïve en fait, hein, sur les méthodes quantitatives, qui correspondait au fait que j'ai été formée vraiment sous un angle technique. Alors, petit à petit, j'ai intégré les standards des sciences de gestion, de la recherche en sciences de gestion. Ce que j'appelle les standards de la recherche en sciences de gestion, c'est notamment un des standards importants, c'est le fait que la recherche quantitative en sciences de gestion est supposée être hypothético-déductive. Je fais d'un paradigme un peu positiviste, on y reviendrait. Et donc, bon, j'ai intégré ce standard pour me poser de questions, en me disant, bah, de toute façon, c'est nécessaire pour publier. Mais dans le même temps, j'ai commencé à lire, comme je me suis intéressée à l'usage de la quantification dans les pratiques de GRH, j'ai commencé à lire des ouvrages issus de la sociologie de la quantification, et ça m'a fait prendre du recul sur mon propre usage finalement des méthodes quantitatives, ce qui m'a conduite à pouvoir essayer de remettre en cause ces standards disciplinaires, mais j'y reviendrai à la fin. Donc, ce qu'on va voir en fait dans cette présentation, j'ai voulu faire une présentation un peu problématisée qui reprend, comme je l'ai dit, mon habitation dirigée des recherches. Donc, d'un côté, on a une littérature assez normative et positiviste sur les usages de la quantification en GRH, qui s'inscrit en partie dans l'illusion d'un déterminisme technique de la quantification. Or, ce déterminisme a été remis en cause par les apports de la sociologie de la quantification. Donc, d'où la question, en quoi cette illusion de déterminisme technique freine-t-elle la réflexivité sur le statut et les implications de l'usage de la quantification, à la fois dans les pratiques et dans la recherche en GRH.
Je vais détailler tout ça, là c'est juste pour vous donner la problématique, mais je vais maintenant détailler chacun des éléments de cette problématique. Donc en commençant d'abord par cette question des usages de la quantification en GRH, qu'est-ce qu'on entend par qu'est-ce que ça recouvre en fait? Donc la première dimension, comme je l'ai dit, hein, la quantification en GRH est à la fois la quantification dans les pratiques de GRH et dans la littérature académique en GRH. Donc, pour ce qui est des pratiques en GRH, j'ai effectué une revue systématique de la littérature qui, donc sur un échantillon de 94 articles académiques qui s'intéresse à la façon dont les acteurs RH utilisent la quantification. Et ça m'a permis d'identifier, de caractériser 5 usages de la quantification en GRH. Donc, HR Metrics, donc, on peut appeler le reporting ou les métriques RH, donc le fait de produire des chiffres souvent assez basiques, hein, des indicateurs assez basiques. Ensuite, HR Analytics, donc le fait de mener des études statistiques un peu plus sophistiquées. On va utiliser par exemple des méthodes économétriques, on va vouloir étudier des liens entre les variables. Ensuite, Big Data, donc le fait d'utiliser des gros volumes de données, avec pas forcément des méthodes très compliquées, mais avec des volumes de données plus importants, et souvent des données non structurées, donc, par exemple tout ce qui va être données textuelles ou données d'image. Quatrième usage, les algorithmes, donc le fait d'avoir des suite d'instructions informatiques qui vont permettre d'automatiser certaines tâches. Et puis enfin, l'intelligence artificielle, donc l'idée de reproduire certains comportements humains, par exemple le langage ou la prise de décision, en se fondant en fait sur des données. Donc ça, c'est les 5 usages, mais ce qui est important de souligner pour la suite de la présentation, c'est plutôt le fait que pour ces 5 usages, il y a une très grande variété de possibilités en termes de sources de données, en termes de méthodes, aussi en termes d'objectifs poursuivis pour chacun de ces usages. Donc ça veut dire que les acteurs de la quantification en GRH, je reviendrai sur qui sont ces acteurs, mais ça veut dire que ces acteurs, ils ont beaucoup de choix à faire en fait. Quand on mène un processus de quantification en GRH, on doit choisir quelle source de données on va utiliser, quelle méthode, quels objectifs on poursuit, etc. Donc ça, c'est pour vous donner un aperçu des usages de la quantification dans les pratiques de GRH. Du côté de l'usage de la quantification dans la recherche en GRH, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une sophistication croissante des méthodes, avec une complexification croissante des modèles et des méthodes. Aujourd'hui, c'est rare d'accepter un article, c'est rare de publier un article avec seulement des régressions assez basiques. Maintenant, il faut avoir des modèles, des équations structurelles, des modèles plus sophistiqués. Donc, il y a vraiment une recherche finalement de complexité de la méthode, une valorisation de la complexité de la méthode. D'un autre côté, il y a aussi une attention qui est croissante sur les sources de données et sur les échelles de mesure mobilisées. Donc, il faut justifier qu'on utilise une échelle de mesure déjà existante, qu'on utilise une source de données qui a déjà été utilisée dans la littérature. Ce qui est un peu dommage, parce qu'en fait, du coup, c'est quand même difficile d'apporter des choses nouvelles, hein, quand on se fonde toujours sur la littérature, à la fois sur les sources de données, sur la formulation des objectifs de la recherche, sur les échelles de mesure mobilisées. C'est quand même difficile de produire des choses nouvelles, mais bon, c'est comme ça. Et ça peut s'expliquer par le fait que la discipline de GRH veut se positionner comme une science et donc reprend certains standards d'autres disciplines, notamment par exemple la psychologie. Et j'ajoute dans ce... Je crois que je mets... Ouais, non, je mets après. Donc, ce qu'on peut noter ici, c'est la sophistication croissante des méthodes mobilisées en recherche et peut-être qui va de pair avec une forme d'appauvrissement de la démarche de la recherche quantitative, puisque la recherche quantitative, ça devient en fait un processus dans lequel on va complexifier un peu une relation entre deux variables en ajoutant une troisième variable, par exemple. Et dans cette sophistication, dans cette complexification, on va trouver un nouveau résultat et qui, du coup, apporte quelque chose d'assez mineur par rapport à ce qui est déjà existant. Alors, la littérature sur le sujet, donc à la fois sur la littérature sur l'usage de la quantification dans les pratiques de GRH, mais aussi la façon dont la quantification est vue dans la recherche en GRH, en fait, dans la recherche quantitative est vue en GRH, c'est quelque chose d'assez qui s'inscrit dans ce qu'on peut appeler un paradigme positiviste. Alors, je sais que il existe plusieurs paradigmes positivistes et je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais ce que j'appelle le paradigme positiviste ici, c'est vraiment l'idée qu'il y a un réel indépendant du chercheur, mais surtout que ce réel obéit à des lois qu'il faut mettre en visibilité. Et ce qui m'intéresse le plus ici, c'est que ce paradigme positiviste, il valorise beaucoup la démarche hypothético-déductive. C'est une démarche
un peu d'expérimentation. En fait, ben, on va supposer qu'il va se passer quelque chose et on va tester ce qui se passe. Donc, ça, c'est le premier point très important. Et le deuxième point important dans cette littérature sur la quantification en GRH, c'est ce que j'appelle l'illusion de déterminisme technique. Cette illusion, c'est l'idée que la quantification, les processus de quantification sont supposés obéir uniquement à des contraintes techniques. Donc, c'est-à-dire que quand on quantifie, quand on utilise des méthodes quantitatives ou quand on utilise la quantification dans des pratiques de GRH, en fait, le choix des données, le choix des méthodes, les résultats qu'on obtient, il y a une illusion selon laquelle tout ça, c'est guidé uniquement par des contraintes techniques. Donc, ça donne l'impression qu'il y a une sorte de one best way, c'est-à-dire que pour un jeu de données, en fait, il y a une seule façon de faire pour aboutir à des résultats. Et je dirais même que cette illusion de déterminisme technique, ça va un peu plus loin, c'est que la technicité devient un critère de légitimité. C'est ce qu'on voit dans la sophistication croissante des méthodes, c'est-à-dire qu'il faut avoir des choses techniques à montrer dans des articles. Ah bah oui, j'ai utilisé une méthode nouvelle sur un sujet déjà existant, déjà traité, mais j'utilise une méthode nouvelle, plus technique, plus sophistiquée sur le plan technique. Ça me permet d'aboutir à des résultats un peu différents. La technicité devient un vrai critère de légitimité dans la recherche quantitative. Alors, le problème, c'est que cette vision de la quantification et cette idée du one best way, cette illusion de déterminisme technique, ça occulte certaines tensions un peu inhérentes à l'usage de la quantification en GRH, que ce soit dans les pratiques ou dans la recherche. La première question, c'est lié aux travaux de Porter, c'est le fait que quand on mesure des comportements humains, quand on quantifie de l'humain, en fait, l'objectivité, c'est quasiment impossible. Donc, ça remet quand même en cause le paradigme positiviste. Le deuxième élément, peut-être plus important encore, c'est que, contrairement, plus important encore pour remettre en cause le paradigme positiviste, c'est que, contrairement aux choses, les êtres humains ils peuvent réagir aux opérations de quantification. Donc, la quantification a un effet sur le réel. Donc, le chercheur qui quantifie, en quantifiant, il a un effet sur le réel. Ça occulte aussi d'autres tensions, notamment les dilemmes éthiques liés à la quantification des êtres humains. Par le passé, certains outils de quantification de l'humain ont pu être utilisés pour légitimer des discours sexistes, racistes. C'est le cas, par exemple, des tests d'intelligence, une manière de quantifier l'être humain. Et puis, c'est cette idée que la quantification doit être valorisée comme par exemple, pour prendre des décisions plus objectives, etc., parce que c'est un processus uniquement technique, donc neutre, etc. Ça vient un peu à l'encontre d'une vision de la GRH qui, quand même, va de plus en plus vers l'idée qu'il faut personnaliser les relations en GRH, gérer les individus, les singularités. Et puis, pour moi, une autre tension que ça occulte, c'est, comme je disais, le fait que cette vision de la quantification, notamment dans la recherche, ça conduit à un appauvrissement de la recherche quantitative parce que ça fait que les apports des articles publiés en recherche quantitative sont souvent des apports assez mineurs, pas au sens où pas important, mais au sens où ça va porter sur des points extrêmement précis. Donc, on ne peut pas pouvoir formuler des grandes théories, par exemple, si vous voulez, parce que si notre apport, c'est de tester juste l'ajout d'une nouvelle forme de médiation, une nouvelle forme de modération entre deux variables, c'est un micro-point du problème. Ça ne permet pas de regarder le problème dans son ensemble ou d'avoir des apports sur le problème dans son ensemble. Alors, donc, ça, pour moi, c'est des tensions liées à ce paradigme, cette vision et cette illusion de déterminisme technique. Alors, on peut essayer d'aller un peu plus loin en mobilisant, donc, comme je disais, la sociologie de la quantification, qui est une littérature critique présente en France, plutôt en sociologie, un tout petit peu en économie hétérodoxe et en sociologie plutôt dans le paysage saxon. Donc cette littérature, pour moi, elle a deux apports quand on s'intéresse à la quantification en GRH. Donc le premier apport, c'est la notion de convention de quantification. Comme je vous disais, cette littérature, elle s'inscrit dans la lignée de la théorie des conventions. Donc elle s'intéresse à la notion de convention. Une convention, c'est un accord plus ou moins implicite entre différents acteurs. Et cette notion de convention de quantification, elle met l'accent sur le fait que la quantification n'est pas un processus uniquement technique, c'est un processus social qui va être fait de négociation, d'arbitrage, qui va être fait de bricolage aussi entre différents acteurs. Donc là, on se met d'accord autour d'un processus de quantification.
Donc, d'où la notion de convention de quantification, puisque ça met en avant, ça souligne le fait qu'un processus de quantification nécessite un accord entre différents acteurs, ou plusieurs accords d'ailleurs. Et donc, ça remet en cause l'illusion de déterminisme technique, puisque la quantification, c'est plus un processus uniquement technique, déterminé techniquement, c'est un processus plutôt social, fait d'un accord entre différentes personnes. Ça, c'est le premier apport de la sociologie de la quantification. Le deuxième apport, c'est la notion de performativité de la quantification. Donc, c'est-à-dire l'idée que la quantification a un effet sur ce qui est mesuré, sur le réel, aussi sur les personnes qui reçoivent les résultats de la quantification. Et ici, on peut utiliser le cadre, l'analyse d'Austin sur le langage, sur la performativité des actes de langage. On peut faire le parallèle avec la quantification. Donc, la quantification a une performativité illocutoire, dans le sens où ça fait exister des notions, des phénomènes. Si on quantifie le chômage, par exemple, ça fait exister le concept ou la notion de chômage. C'est ce qu'on retrouve dans la citation, parce que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. On voit bien la performativité illocutoire. Mais il y a aussi une performativité perlocutoire, dans le sens où la quantification peut influer sur les comportements, sur les actions. Donc, par exemple, si je quantifie le chômage, ça va peut-être inciter des gouvernements à agir pour y remédier. Donc, ça influe sur les comportements et les actions. Et donc ça remet en cause le paradigme positiviste, puisque le paradigme positiviste, derrière, il y a l'idée qu'il y a une étanchéité entre la personne qui quantifie et ce qui est quantifié. Donc, ce cadre théorique de la sociologie de la quantification, il invite du coup à s'intéresser au processus de quantification, puisque comme c'est plus un processus uniquement technique, il va falloir s'intéresser aux différentes étapes et comment, aux différentes étapes, il va y avoir des choix à faire. Donc, ces étapes, moi, j'estime qu'il y en a 4. Donc ça, c'est ma proposition, ça va être tout à fait remis en cause. Et puis, je présente ça de façon linéaire, alors qu'en fait, c'est pas si linéaire que ça, parce que sans doute que quand on identifie des sources de données, on va peut-être revenir en arrière. Ça peut être questionnable comme représentation, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, je pense j'ai identifié 4 étapes. Donc, première étape, c'est déjà définir ce qu'on veut quantifier, donner des exemples, qu'est-ce qu'on veut quantifier. Deuxième étape, identifier les sources de données. Quelles sont les sources de données existantes? Et puis, s'il n'y en a pas, comment on va les construire? Troisième étape, définir un mode de calcul. Comment on va calculer, comment on va quantifier. Et puis, quatrième étape, utiliser les résultats. Donc, je reviendrai sur ce processus, c'est ça que je passe rapidement. Je vais revenir après sur l'exemple de l'égalité femmes-hommes. Donc, je conclue cette première partie pour revenir sur la problématisation. C'est qu'on a d'un côté cette illusion donc, de déterminisme technique et le paradigme positiviste qui sont vraiment dominants dans les représentations sur la quantification, à la fois dans les pratiques et dans la recherche en GRH. Et tout ça, ça a été remis en cause par la sociologie de la quantification. Donc, d'où la problématique, en quoi l'illusion de déterminisme technique freine-t-elle la réflexivité sur le statut et les implications de l'usage de la quantification dans les pratiques et dans la recherche en GRH. Et pour répondre à pour traiter cette problématique, je propose d'utiliser l'exemple de l'égalité professionnelle femmes-hommes, et donc différents travaux sur le sujet. Alors, d'abord, quantifier l'égalité, c'est quelque chose, il y a beaucoup d'enjeux sur la quantification de l'égalité. D'abord, c'est un sujet qui est propice à la quantification par le simple fait que la variable sexe, qui est la variable importante évidemment pour pouvoir quantifier, les inégalités femmes-hommes, elle est présente partout, dans toutes les enquêtes, tous les registres de données, donc ça c'est propice à la quantification. Et par ailleurs, le cadre légal met l'accent sur la nécessité de la quantification. C'est le cas en France, mais c'est aussi le cas au Canada, dans d'autres pays. Les entreprises ont des obligations de produire des chiffres sur l'égalité femmes. Donc ça, c'est plutôt favorable à la quantification de l'égalité, mais d'un autre côté, il y a aussi des freins, des difficultés quand on veut quantifier l'égalité. D'abord, c'est une notion très polysémique. Donc ça veut dire que si on revient à la première étape du processus de quantification, déjà, il va y avoir potentiellement des discussions sur qu'est-ce que c'est l'égalité, qu'est-ce qu'on veut quantifier. Chacun a sa propre vision de ce qu'est l'égalité. Ensuite, c'est un sujet sur lequel les représentations vont être très importantes. Elles peuvent parfois être différentes de la réalité administrative, on va dire. Et donc, par exemple, on peut, en termes de sources de données, ça veut dire qu'on peut à la fois interroger des salariés sur leur perception de la situation de l'entreprise en matière d'égalité.
On peut aussi utiliser des sources de données du personnel, donc des données administratives. Ça ne va sans doute pas donner le même résultat sur la situation de l'entreprise en matière d'égalité. Donc, ça veut dire qu'il y a des choix à faire sur les sources de données à mobiliser. Troisièmement, il y a des débats importants sur les modèles de mesure des inégalités. On y reviendra après. Ça, c'est la troisième étape du processus. Et quatrièmement, c'est un sujet qui est transversal, qui fait intervenir de nombreuses parties prenantes. C'est-à-dire que potentiellement, les résultats peuvent être utilisés de différentes façons. Par exemple, pour vous donner juste un exemple, quand moi je fais ma thèse en chiffres, j'ai vu une direction d'égalité professionnelle qui pouvait utiliser les résultats, par exemple, de l'écart salarial, le chiffre d'écart salarial, à la fois pour demander à l'entreprise de mettre en place plus d'actions permettant de réduire l'écart salarial, et à la fois plutôt pour montrer en externe la bonne situation de l'entreprise en matière d'égalité salariale. Donc, évidemment, on ne va peut-être pas utiliser les mêmes chiffres dans ces deux cas, et donc ça veut dire qu'on ne va peut-être pas utiliser la même source de données ou les mêmes modes de calcul, parce qu'on va vouloir produire le chiffre qui nous arrange le plus. Dis-nous qui arrange le plus. Les parties prenantes vont vouloir utiliser le chiffre qui les arrange le plus, et on le voit par exemple dans des négociations sur la direction des syndicats. En fait, ce n'est pas forcément les mêmes chiffres qui vont être utilisés selon ce que les chiffres, selon le niveau des chiffres ou selon les intérêts. Alors, je vais maintenant vous proposer deux illustrations pour rendre le propos peut-être un peu plus concret. Une qui est plutôt sur les pratiques, donc l'usage de la quantification dans les pratiques RH. Et la deuxième illustration est plutôt sur la recherche, donc l'usage de la quantification dans la recherche. Donc, cette première illustration se fonde sur un article que j'ai publié qui porte sur la négociation sur les indicateurs d'égalité salariale. Enfin, plus précisément, les entreprises françaises en fait, ont l'obligation de négocier un accord salarial avec les partenaires sociaux, un accord d'égalité professionnelle avec les partenaires sociaux. Et dans cet accord d'égalité professionnelle, il y a une partie sur l'égalité salariale. Donc moi, je m'en suis intéressée à cette partie-là de la négociation. Alors, quantifier l'écart salarial, c'est assez compliqué, beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait croire au premier abord. D'abord, ça nécessite de définir ce que c'est que le salaire. On n'obtient pas du tout les mêmes résultats d'écart salarial si on utilise le salaire fixe, si on le ramène à un temps plein, si on ajoute les parts variables, les heures supplémentaires, etc. On n'obtient pas du tout les mêmes résultats en termes d'écart salarial. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça nécessite de définir en fait qu'est-ce que c'est l'inégalité salariale. Et ça, c'est assez complexe parce que cette inégalité salariale, elle a des causes multiples. Et la question, c'est est-ce que ces causes font vraiment partie de l'inégalité salariale? Alors, pour je vais vous donner deux exemples. Et je pense que même vous, entre vous, vous n'aurez pas forcément les mêmes avis. Même moi, j'ai du mal à avoir un avis. Donc, premier exemple, la question du temps partiel. Les femmes sont surreprésentées parmi les personnes à temps partiel. Ça contribue beaucoup à l'écart de revenus, parce qu'évidemment, une personne qui travaille à temps partiel, si elle travaille 75%, elle gagne 75% de son salaire. Et donc, toute la question, c'est est-ce que, quand on mesure l'écart salarial, est-ce qu'on doit inclure ça ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit, si on ne l'inclut pas, c'est-à-dire qu'on va ramener tous les salaires à temps complet, et donc on n'inclut pas le fait que les femmes sont plus à temps partiel. Et si on l'inclut, ça veut dire qu'on considère que le fait que les femmes soient plus à temps partiel, ça fait partie des inégalités salariales, et donc on ne ramène pas les salaires à un temps complet, et donc on inclut ça dans le calcul. Et par exemple, en France, l'écart de salaire, il est à peu près aux alentours de 25%. Et quand on ramène les salaires à un temps complet, quand on écarte en fait l'effet temps partiel, l'écart de salaire il est de 16%. Donc, ouais, on n'obtient pas du tout le même résultat. Et c'est une vraie question. Le fait que les femmes soient plus à temps partiel, on pourrait considérer que ça ne fait pas partie des inégalités salariales parce que c'est peut-être un choix des femmes, parce que en tout cas c'est quelque chose qui ne se résout pas forcément de la même façon que les autres dimensions de l'écart salarial. C'est le premier exemple. Deuxième exemple auquel j'ai assisté dans cette négociation, la question de la performance individuelle. Donc, dans la négociation, il y a une question sur comment on identifie que les femmes ont un salaire, comment on identifie les femmes qui ont un salaire inférieur à leurs collègues masculins de façon injustifiée. Et la direction avait dit, on va proposer une méthode dans laquelle on va tenir compte, on va voir les femmes qui ont un salaire inférieur à leurs collègues, et ensuite on va voir si ça s'explique. Si ça s'explique, on ne va pas corriger ça.
Si ça ne s'explique pas, c'est là qu'on va corriger. Et dans les facteurs d'explication d'un potentiel écart, proposer de mettre les compétences, l'ancienneté, l'expérience professionnelle et la performance individuelle. Et là, certains syndicats ont dit, non, parce qu'en fait, la performance individuelle, ça peut tout à fait être biaisé. Si le manager il a des biais, des stéréotypes, inconsciemment il discrimine les femmes, cette notion de performance individuelle, elle est biaisée aussi. Donc, vous voyez, en fait, encore une fois, on revient à ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'inégalité salariale et quels sont les facteurs qu'il faut prendre en compte dans ce calcul. Donc, tout ça fait qu'il y a en fait une multiplicité de méthodes de calcul, depuis des simples comparaisons de moyenne jusqu'à des méthodes d'économétrie, des comparaisons toutes choses égales par ailleurs. Donc, par exemple, en France, l'écart salarial il va de 5% à 28% selon la manière dont il est calculé. Et c'est pareil dans l'entreprise que j'ai étudiée pour cet article, l'écart salarial il allait de 0,6% à 8% selon la manière dont c'est calculé. Et les choix qui sont faits dans la manière de quantifier l'écart salarial, ils ne sont pas vraiment techniques. En fait, ils réunissent des acteurs qui n'ont pas forcément de compétences techniques en statistique. Ces acteurs, c'est la direction égalité professionnelle, la direction de la rémunération, les syndicats. En fait, c'est plutôt que ces acteurs ont différentes visions de ce qu'est l'égalité salariale. Donc, c'est vraiment un processus plutôt social et pas technique. Et la mesure qui est finalement obtenue, elle va influer sur les représentations, les comportements. C'est là qu'on voit la performativité de la quantification. C'est sûr qu'une entreprise, elle ne va pas mener le même type de politique si elle a un écart à 0,6% ou un écart à 8%. Donc, voilà pour la première illustration. Deuxième illustration, peut-être un peu plus complexe, donc c'est sur la recherche quantitative et sur le rôle de la variable sexe dans la recherche quantitative quand on veut faire de la recherche sur l'égalité femmes-hommes, par exemple. Le positionnement, comment on va mettre la variable sexe dans les modèles. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est une variable exogène plutôt simple, donc le sexe va être le déterminant par exemple, du comportement managérial. Soit on peut imaginer qu'on va identifier le sexe comme modérateur, c'est-à-dire que le sexe va modérer la relation entre, par exemple, la rémunération et la satisfaction au travail. On va supposer que la satisfaction au travail n'a pas le même effet. On va supposer que la rémunération n'a pas le même effet sur la satisfaction au travail pour les femmes et pour les hommes. Soit encore, ça peut être un effet de médiation. Donc, par exemple, le sexe, dans ce cas-là, va médier la relation entre une première variable et la variable qu'on veut expliquer. Et encore une fois, ce choix, il n'est pas vraiment technique, en fait, il va plutôt dépendre de cadres théoriques, mais aussi de représentations sur le genre. Je vous donne des exemples. Si on est plutôt dans la théorie du capital humain, le sexe va plutôt être un déterminant. Si on est dans la théorie, ce que j'appelle la théorie de l'identité de genre, c'est plutôt en anglais, mais on peut appeler ça plutôt la théorie, on va dire, de la socialisation genrée, le sexe va plutôt être un modérateur, ainsi de suite. Et les résultats qu'on obtient, ce n'est pas les mêmes, en fait, selon le positionnement de la variable sexe. Et donc, on ne va pas produire les mêmes choses en termes de recherche. Donc, à ce stade, j'espère quand même vous avoir sensibilisé au fait que la quantification en DRH, elle n'est pas neutre, elle est faite de choix, d'arbitrage, de bricolage, de négociation. Et que occulter ces points, donc en s'abritant derrière le déterminisme technique ou le paradigme positiviste, ça freine la réflexivité sur le sujet, à la fois dans les pratiques et dans la recherche. Donc la question après, c'est comment faire pour remédier à ça. Donc d'où je vais finir sur des propositions épistémologiques et méthodologiques. Alors, pour moi, la première nécessité, c'est déjà d'analyser la quantification en GRH et l'analyser sous tous ses angles, pas uniquement sous l'angle technique, en disant la quantification, c'est une boîte à outils qui va permettre d'améliorer la prise de décision en GRH, qui va permettre d'avoir des décisions plus objectives, plus neutres, etc. Donc, sortir de cette approche normative et positiviste, et donc, ça va supposer d'analyser le rôle des différentes parties prenantes, donc à la fois statisticiens, acteurs RH, syndicats, etc. Et bien d'analyser les négociations, les arbitrages, les bricolages pour comprendre comment les décisions de quantification sont prises. Donc ça nécessite, je pense, une approche pluridisciplinaire parce que la quantification peut avoir été analysée par différentes disciplines, à la fois sciences de gestion, mais hors sciences de gestion. On peut penser
à la comptabilité, par exemple. On peut penser à la sociologie, au système d'information, etc. Ça, je pense que c'est intéressant d'avoir une approche pluridisciplinaire sur le sujet. Alors, le deuxième grand questionnement, évidemment, pour moi, c'est la question de la place des méthodes quantitatives. Est-ce que mettre en cause ce paradigme positiviste et cette illusion de déterminisme technique, est-ce que ça devrait signifier ne plus repenser la place des méthodes quantitatives et se dire qu'on en fait moins, etc. Non, ça va être tout mon souhait parce que j'aime beaucoup faire de la recherche quantitative. Mon objectif, ça serait plutôt d'acter cette remise en cause et de promouvoir d'autres logiques de recherche quantitative et notamment remettre en cause ce paradigme positiviste. Ça peut signifier remettre en cause certains standards, certaines conventions, et entre autres la convention qui veut que la recherche quantitative elle soit hypothético-déductive, alors que la recherche qualitative soit plutôt exploratoire. C'est la façon dont c'est présenté. Donc, mon objectif, c'est de promouvoir une logique plus exploratoire, plus compréhensible dans la recherche quantitative en GRH. Donc, ça, je sais que c'est possible puisque, par exemple, en sociologie, ils font de la recherche quantitative exploratoire, ça ne pose aucun problème. Pour vous donner un exemple connu, la distinction de Bourdieu, la distinction. Donc, toute la théorie de la distinction de Bourdieu, en fait, qui est une théorie essentielle en sociologie, elle a été produite à partir d'une analyse quantitative exploratoire. C'est fondé sur des questionnaires étudiés de façon quantitative et exploratoire. Donc, c'est possible sur le plan matériel, pratique, c'est tout à fait possible. Ça passe par le fait d'aller explorer les données, de chercher des relations entre des variables avant de formuler des questions plus précises de recherche, de faire des allers-retours entre la littérature et les données. Mais c'est quelque chose qui est assez peu accepté pour l'instant en management. Je pense que Ewan pourrait témoigner aussi. Donc, actuellement, je dirige un numéro spécial de @GRH sur la recherche quantitative exploratoire en GRH. Et donc, on a reçu des articles qui sont quantitatifs, mais sans hypothèse, puisqu'ils sont exploratoires. Et j'ai par exemple un évaluateur à qui j'ai demandé d'évaluer un article, qui m'a tout de suite répondu en disant je pourrais le faire, mais je ne peux pas le faire parce que c'est un article quantitatif exploratoire, donc qui ne se fonde pas sur la théorie pour formuler des hypothèses. Et ça, pour moi, c'est pas publiable. On voit bien qu'il y a quand même un peu de chemin à faire pour que ça soit accepté. Mais ce serait vraiment mon objectif pour les prochaines années. Et voilà, pour finir, 2 points clés. C'est important, c'est un sujet sur lequel la pluridisciplinarité me semble importante à la fois au sein des sciences de gestion, en dehors des sciences de gestion, avec les statistiques, la sociologie, la philosophie des sciences. Et pour finir, je pense que la question de l'enseignement des méthodes quantitatives dans les formations de GRH, mais de gestion plus globalement, c'est un point important. Je pense que a priori, la quantification va devenir de plus en plus importante quand même en GRH. On le voit avec le développement des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Donc, c'est important que les acteurs RH soient formés à ça parce que sinon, ils de perdre la main sur ce sujet et de laisser la main à des acteurs qui, certes, seront experts sur le plan technique, mais justement n'auront pas forcément cette expertise sociale. Voilà, merci pour votre attention. Et je suis prête à répondre à des questions si maintenant. Merci Clotilde. Merci beaucoup. Peut-être que, petit complément, toute cette réflexion va paraître dans un petit livre également. Je suis en retard dans la lecture, mais il va paraître dans un petit livre bientôt, là, dans l'année. Mais je sais pas, merci beaucoup à toi. Je trouve que ça dépayse nos réflexions comme tout le temps dans ces séminaires, mais là encore un peu plus. Là, est-ce que quelqu'un veut briser la glace dans les petites questions, Caro? Oui, merci beaucoup. C'est d'une limpidité absolue, c'est brillantissime. Enfin, c'était super. Merci. Je pensais à l'enjeu de réinvestir de cette façon-là, finalement, l'analyse quantitative et de revenir finalement à des traditions voilà, qu'on a pu trouver en sociologie. Je pense aussi à Flickstein qui avait travaillé un peu de cette façon-là aussi. Enfin bon, donc
Et je pense aussi à la réaction de ton réviseur qui dit « je ne suis pas capable ». Donc, par quel bout le prendre en fait? Je pense que c'est exactement celui que tu as pris, c'est-à-dire de faire des numéros spéciaux où tu vas être éditrice, où tu vas pouvoir choisir les réviseurs et recréer en fait une école qui va légitimer à nouveau dans le champ cet objet bizarre, vraiment critique, ultra pertinent, absolument nécessaire, qui est la recherche un peu, disons, distanciée, réflexive, quantitative. Donc, c'est Bah une oui, question, une remarque. non, je suis d'accord avec toi, c'est un vrai sujet. En fait, alors, d'abord, il faut souligner que les revues, nous, on a quand même des revues qui sont un peu à cheval, quand je dis nous, plutôt dans le paysage anglophone, il y a des revues qui sont un peu à cheval entre sociologie et gestion. Et ces revues-là, elles acceptent la recherche quantitative exploratoire. Je pense notamment à la revue Work Employment and Society. C'est une revue qui, je pense, est plutôt une revue de sociologie, mais qui, en France, en tout cas, peut être considérée comme une revue de gestion. Cette revue-là, ça ne dérange pas du tout d'avoir du quanti exploratoire. C'est là qu'on voit que c'est vraiment des conventions un peu disciplinaires, quoi. Donc ça, c'est un peu, pour moi, la première marche, c'est de dire, là, ces revues-là, voilà. Mais après, oui, j'aimerais bien que la réflexion, elle vienne aussi au sein de la gestion. Et d'ailleurs, peut-être pas seulement en GRH, parce que ce standard, il n'existe pas seulement en GRH, mais dans toute la gestion. Et donc, c'est vraiment le but de ce numéro spécial, d'avoir cette approche-là. Je pense que c'est compliqué. Enfin, j'ai déjà essayé, mais je pense que c'est compliqué de publier un article vraiment qui serait sur le sujet. Donc, peut-être plus une note de recherche, vu qu'il y avait des revues qui publiaient des sortes d'essais ou des notes de recherche. Je pense que ça peut être une autre manière de le faire. Mais effectivement, l'idée, c'est ce que tu disais, c'est aussi de créer une sorte de collectif, en fait, de gens qui sont convaincus ou ouverts. En tout cas, c'est pas forcément aller jusqu'à être convaincus, mais qui sont ouverts à l'idée que le quanti, c'est forcément toujours positiviste. Mais c'est un vrai sujet, parce que concrètement, aujourd'hui, c'est très difficile de publier du quanti non hypothético-déductif ou plus réflexif. Merci beaucoup. L'ordre est fonction des petites mains levées, donc vous le voyez apparaître. Je vous laisse prendre la parole à mesure que vous voyez votre main. Oui, merci beaucoup. Ah ben, moi, je viens de la baisser, alors j'ai disparu de l'ordre. Alors, ben, merci beaucoup pour la présentation. C'était très, très intéressant, très rafraîchissant. Dans tout ça, moi, j'ai souvent entendu parler, ou en fait, je pratique ce qu'on peut appeler des fois la méthodologie, les méthodes mixtes. Et comment ça se situerait là, dans cet aspect de la recherche quantitative exploratoire, puis comment, parce que des fois aussi, la façon de récupérer les méthodes mixtes en disant que c'est des excuses de ne pas avoir du quantitatif suffisamment valide. Alors, j'aimerais un peu savoir là, où ça se situerait, Ouais, dans quel paradigme, justement. Ouais, c'est une très bonne remarque parce que justement, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je pense aussi que les méthodes mixtes, c'est aussi une solution pour faire un peu passer du quanti exploratoire parce que justement, comme il y a moins ce standard. Mais après, c'est extrêmement difficile de publier des méthodes mixtes. En fait, j'ai fait une analyse sur 6 mois de tous les articles parus dans des revues rang 1 de la FNEJ. Donc, mais il y a quand même beaucoup d'articles. Il y en a, il me semble, 300. Et sur les 300, il y en a, je crois, dans les 200 qui sont quanti et une centaine de quali. Et il y en a, je crois, 4 qui sont mixed méthodes. Donc, c'est vraiment très minoritaire, je pense, parce que c'est difficile à publier. Et sur les quanti, il y en a, sur les 200 quanti, il y en a 4 qui ne sont pas hypothético-déductifs, 196 qui sont hypothético-déductifs. Et ceux qui ne sont pas hypothético-déductifs, en fait, en vrai, ils formulent quand même une hypothèse globale. Enfin, il y a vraiment un standard, voilà, c'est difficile d'en sortir, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que les méthodes mixtes, c'est quand même une solution. Et moi, je trouve aussi une autre solution, c'est les méthodes qui brouillent un peu les pistes, en fait, enfin, qui brouillent un peu la frontière entre quali et quanti.
par exemple, les méthodes de QCA, on va utiliser du quanti, mais sur un faible nombre de cas, par exemple. Ou les méthodes d'analyse textuelle, c'est pareil, ça brouille un peu les frontières. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi une autre piste. Et le troisième point, c'est que je pense quand même que l'essor de tout ce qui est big data, normalement, ça devrait aussi faire changer les choses, parce que maintenant, on parle de data-driven science. Donc, l'idée que c'est vraiment ça derrière l'idée, c'est une science où on va explorer les données, en fait. Et si la data-driven science est plus valorisée avec le big data, ça pourrait aussi valoriser cette nouvelle approche, enfin, non, pas une nouvelle approche, mais cette approche un peu plus exploratoire. Merci, parce que juste peut-être terminer, j'avais vraiment lu sur la position aussi dialectique des différents paradigmes, là, justement, comment on en arrive à concevoir justement que les paradigmes sont des constructions sociales, puis qu'on peut arriver à bien les marier, non pas sur une question pragmatique, mais bien sur la posture qu'on prend quand on les utilise, là. Alors, c'est intéressant. Oui, ouais, ça, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on les utilise de façon aussi un peu déformée, enfin, par rapport à leur réalité, et de façon un peu trop, un peu plus royaliste que le roi entre guillemets, quoi. Donc, ça complexifie un peu les choses. Merci. Oui, mais je vais prendre la parole. Merci Clotilde, c'était vraiment très intéressant. Et puis ça m'a fait plaisir d'entendre que le quantitatif n'était pas toujours positiviste. À ce titre, je vais partager une réflexion comme tu as pu le faire, enfin en tout cas une expérience qui est très récente, et puis te poser une question en lien avec ça. Pas plus tard que ce matin, j'ai malheureusement reçu la réponse dans une conférence critique que mon papier ne serait pas retenu, et notamment parce que c'était une approche expérimentale et que les approches expérimentales, au regard de l'évaluateur, ne pouvaient pas vraiment amener à discussion dans le champ critique. Donc, ça m'amène en fait à ma question par rapport notamment à ton numéro spécial là, que tu évoques. Est-ce que toi, au regard de tes lectures et là de ton expérience sur ça, tu aurais quelque part une prescription de présentation méthodologique, justement lorsqu'on est sur une approche quantitative et qu'on est... qu'on a une démarche quantitative, mais qu'on est dans une approche qui va être critique ou exploratoire. Est-ce que tu as des recommandations par rapport à ça? Ouais, c'est une vraie question. Ouais. Je suis confrontée un peu au même problème, parce que travaillant sur le genre, utiliser des méthodes quantitatives, c'est pas toujours bien vu. Enfin, je sais qu'il y a des revues critiques qui voient l'utilisation des méthodes quantitatives d'un assez mauvais œil. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que c'est parce que justement la recherche quantitative est vue comme très standardisée, et donc finalement est vue comme peu compatible avec les approches critiques, alors que franchement, je ne vois pas en quoi ça pourrait... Enfin, à mon avis, on peut faire tout à fait de la recherche critique quantitative. Je veux dire, ça dépend de comment on utilise les chiffres. Peut-être un autre élément, c'est que la quantification et les méthodes quantitatives, c'est souvent vu comme un instrument de domination quand même. C'est vu comme les gens ont des compétences, les chercheurs ont des compétences que les acteurs sur le terrain n'ont pas, et donc avec leurs compétences techniques, justement, ils créent un rapport de domination. Ça, je l'ai lu quand même. Mais peut-être il y a plusieurs solutions. D'abord, effacer cette idée de la domination en expliquant bien toutes les étapes du processus, et en disant qu'on s'inscrit explicitement dans une approche critique, où on va essayer de bien définir, de prendre du recul en fait par rapport à l'usage qu'on en fait, et aussi de prendre du recul par rapport à une possible performativité. Parce que je pense que c'est ça aussi qui peut faire peur dans les approches critiques. C'est fait, comme j'ai dit, la quantification, ça a une performativité, ça a un effet, et donc on se méfie forcément un peu de ce qui est produit. Ça, c'est le premier point que je soulignerais. Le deuxième point, c'est que dans l'histoire, notamment au XXe siècle, la quantification, c'est aussi utilisé comme un instrument de renversement de la domination. Et donc, typiquement, c'est ce que je souligne dans le chapitre dont parlait Olivier tout à l'heure, c'est le fait que quantifier, ça va permettre aussi, ça peut être un outil aux mains des personnes dominées pour montrer aux dominants des choses que les dominants ne veulent pas voir.
Et donc, peut-être en le présentant comme ça, c'est aussi une manière de dire, bah, non, ce n'est pas qu'un instrument de domination, c'est aussi un instrument, un outil aux mains des opprimés, parce que c'est quelque chose qui se fait, qu'on peut faire presque facilement, enfin, ok, ça nécessite des compétences techniques, c'est des compétences qui peuvent s'acquérir, et c'est quelque chose que les dominants ne remettent difficilement en cause. En fait, c'est difficile de remettre en cause des chiffres. Donc, typiquement, les mouvements féministes quand même pas mal utilisé la quantification pour, par exemple, quantifier le travail domestique non rémunéré, quantifier les violences au sein des couples, ça c'est un enjeu aujourd'hui. Les associations féministes, leur premier combat en France, par exemple, vis-à-vis du gouvernement, ça c'était déjà, on va quantifier les violences, on va quantifier les féminicides. Et c'est cette quantification des féminicides qui a fait advenir ce sujet dans l'agenda public, en fait. Donc la quantification, c'est aussi un instrument de renversement de la domination. Donc peut-être qu'approcher les choses comme ça peut permettre de renverser cette idée que la quantification, c'est toujours ça crée un rapport de force au détriment des personnes dominées. Merci, Clotilde. Et j'ai eu la même expérience, si ça peut te rassurer. La revue Gender Work Organization, qui est une revue critique sur le genre, ils n'aiment pas trop le quanti. Enfin, franchement, c'est difficile et je pense que c'est parce que pour eux, c'est pas à l'aise en fait avec la partie quanti. Ça peut être aussi parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences dans leur pool. Mais je pense que c'est surtout qu'ils trouvent que ça ne se marie pas bien avec une approche critique. Merci, Clotilde. Du coup, là, enfin, j'apprends par Gulliver, parce que c'est un papier, on était ensemble, j'apprends qu'il a été noté, donc c'est ça. Non, mais et c'est intéressant parce que là, tout ton propos, c'était plutôt l'approche positiviste, peut-être qu'il faut la discuter, mais là, ce que je découvre avec ce que Gulliver vient de dire, c'est qu'il y a aussi du côté critique, en fait, et des choses à déconstruire. Et je rebondis juste là sur ce que Caroline a dit au tout début. Le collègue qui n'a pas voulu évaluer le papier, il n'a pas dit « je ne suis pas capable ». Il a dit « je suis capable, je ne veux pas ». Enfin, c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est la construction vraiment sociale du truc. Là. Merci Clotilde pour ta présentation, même si je connais très bien tes travaux, c'est toujours un plaisir de devoir présenter ça, parce que c'est toujours à la fois très clair et puis très, très percutant. Je voulais juste prendre la parole pour t'inciter, mais je pense que ça fait partie de tes projets, de ton milliard de projets que tu as. Mais sur l'intelligence artificielle, je trouve qu'il y a un peu le double effet qui se coule du déterminisme technique. C'est-à-dire que toi, ta compétence sur la quantification, tu vois, même avec des choses que toi, tu prends un peu simpliste, comme tes 4 étapes, là, dans l'intelligence artificielle, on a exactement cette question-là sur mais quelle est la base de données que vous utilisez pour entraîner votre algorithme, etc. Quelles sont les méthodes? Donc, on a vraiment exactement ça. Et puis, on rajoute là-dessus le déterminisme technique pur de la machine. C'est-à-dire que moi, je vois très bien dans les travaux, là, simplement aller voir un peu les informaticiens pour les interroger sur quel type d'algorithme ils ont choisi, comment ils l'ont codé, parce qu'un algorithme génétique ne va pas du tout donner les mêmes résultats. Donc, pourquoi vous êtes parti sur l'appli d'un algorithme génétique? Et puis, on va s'apercevoir que là-dedans, il y a 1 milliard de choix, comme tu le dis, qui sont très peu techniques, complètement sociaux, et en général correspondant aux représentations implicites que l'informaticien a lui-même, alors soit du phénomène, soit de l'organisation. Enfin bon, juste pour dire, mais je pense que, tu sais déjà, mais que l'intelligence artificielle, là, tu l'as identifié parmi tes différentes dimensions de la quantification. Je la trouve particulièrement intéressante parce qu'il y a le double effet à la fois de la quantification et à la fois de l'algorithme, donc de l'outil, qui tous les deux ont la même, sont nommés de la même illusion de déterminisme technique, il n'y a pas de choix. Donc, mais je crois que c'est des choses que tu connais par cœur. Ça. Non, mais en fait, c'est d'autant plus intéressant dans le cas de l'intelligence artificielle que, d'après ce que j'ai pu en voir, dans l'intelligence artificielle, il y a énormément d'acteurs et énormément de prestataires, mais de prestataires, etc. Ça veut dire que sur un outil, par exemple, un outil de SIRH qui va intégrer une brique intelligence artificielle, va intégrer, par exemple, on fait des recommandations de formation. En fait, derrière, il y a un prestataire qui a fait cette brique, mais derrière, un autre prestataire qui a fait l'algorithme. Et en fait, ces prestataires, ils ne savent pas exactement qui fait quoi. Enfin,
et que font les autres. Donc, en ce moment, je dirige une thèse en chiffres. La doctorante, elle est dans une entreprise, un éditeur de logiciels. Et elle dit, en fait, la brique intelligence artificielle, personne ne peut m'expliquer l'algorithme, parce que c'est pas nous, en fait. L'algorithme, c'est pas nous. C'est même pas non plus notre premier prestataire, c'est un prestataire de prestataire. Donc, ça devient encore plus, en termes de processus et surtout en termes d'acteurs, ça devient encore plus compliqué, parce qu'en fait, les acteurs, il y en a plein. Et leurs intérêts sont convergents. Et comme ils ne savent pas ce que font les autres, la discussion est même compliquée, quoi. D'autres questions, réactions Non? Moi, j'ai peut-être une question, mais qui est très d'extension là sur. Comment actuellement on est aussi dans le débat sur le fait que les approches pour le coup subjectivistes et autres, postmodernes et autres, ont contribué à la mise en place d'un relativisme qui a débordé les frontières de la recherche pour envahir aussi la société. Et comment, du coup, en ayant une posture qui dit faisons attention à la construction sociale de la quantification, etc., comment on se borde pour qu'on ne tombe pas dans cette histoire de dire finalement vos chiffres, c'est du fake. Enfin, je caricature à fond là, mais au total, puisque tout est construction sociale, ça veut dire que subjectivement, le rapport de domination existe toujours et toujours, et que c'est par rapport à une lunette qu'on nous expose le fait qu'il y a un racisme systémique ou pas. Donc comment tu vois ça là? Parce qu'après, c'est là, quoi. C'est en ce moment, c'est ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Je pense que sur la quantification, enfin, sur les méthodes quantitatives, il y a un gros enjeu en fait de transparence, parce que c'est la transparence qui va permettre aux autres d'évaluer la légitimité scientifique en fait et la rigueur de ce qu'on fait. Or, pour moi, justement, le paradigme hypothético-déductif, il empêche cette transparence parce qu'en vrai, les chercheurs quantitatifs, ils ne font pas tous leurs recherches de manière hypothético-déductive, ils reconstruisent, la plupart du temps, ils reconstruisent a posteriori. Donc ça, c'est tout sauf transparent. Et à mon avis, du coup, ça empêche justement de vraiment évaluer la qualité de la recherche. Donc, si on n'est plus transparent sur les choix qu'on a faits, sur pourquoi on a fait ces choix, à mon avis, ça peut que conduire à une recherche de meilleure qualité, ou en tout cas une recherche qui est plus facilement, qu'on peut plus facilement évaluer. Et donc, on saura qu'on ne peut pas tout mettre au même niveau, en fait. On connaîtra les choix qui sont faits, au moins, ça sera en connaissance de cause. À mon avis, peut-être que ça serait une forme de réponse, mais après, c'est vrai que la question du relativisme, elle est importante et elle est difficile à traiter, encore plus quand on travaille sur le genre. Cette question se pose beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière intervention ou quelqu'un veut se lancer Non? Bon, on a fait une petite heure. Merci beaucoup à toi, Clotilde. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, c'est ça, du coup, vous pourrez lire ça vraiment dans pas très longtemps, dans un volume collectif, là, notamment, sur féminisme et management. Et puis, un peu plus tard, je pense, mais dans pas très longtemps non plus, un petit volume qui reprend les idées clés de Clotilde, issues de son habilitation. On va essayer de publier dans pas très longtemps, là. Merci. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Eh bien,